Ariska. Rebonjour à tous, bienvenue pour ce thème aujourd'hui de whistleblowing en Suisse. Je suis André Caria et au nom d'Ariska, nous avons le plaisir de vous proposer cette rencontre aujourd'hui sur les enjeux du whistleblowing en droit suisse avec Maître Carlos Jaïco. Avant de commencer, quelques mots sur Ariska. Nous accompagnons les entreprises et institutions dans la mise en conformité avec les réglementations sur la protection des lanceurs d'alerte lorsqu'elles existent, notamment via notre solution Ethica.app que vous pourriez découvrir sur notre site internet. Nous sommes spécialisés sur les questions d'éthique et d'intégrité. Nous avons notamment accompagné l'an dernier 11 clients avec 20 projets, enquête interne, audit interne, médiation et formation. Et ce webinaire sera animé aujourd'hui par Bruno Cadar, manager chez Ariska et doctorant en management des ressources humaines. La présentation de l'orateur du jour est assez longue, alors je vais essayer d'être bref, puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Maître Carlos Jaïco, un expert reconnu sur les questions de whistleblowing. Il est professeur, avocat et associé fondateur du cabinet Centrum Justicia Avocat. Il est également directeur du département juridique en Amérique latine. Son parcours académique est impressionnant. Il serait bien trop long pour moi de vous le détailler, mais vous dire simplement qu'il est diplômé de l'Université de Fribourg et de Manchester Metropolitan University. Il est formé en droit européen au King's College de Londres, en droit humanitaire au CICR et en administration des affaires à la Swiss Business School de Zurich. Il est spécialisé en conformité, whistleblowing, droit bancaire et financier. Il a conseillé des gouvernements et des partis politiques en Europe et en Amérique latine. Il parle plusieurs langues, et la liste est longue, l'espagnol, l'anglais, le français, l'allemand, mais aussi le quechua et le mandarin. Maître Carlos Jaïco est aussi l'auteur du livre qui nous intéresse aujourd'hui, Whistleblowing, perspective en droit suisse, un ouvrage de référence dont la deuxième édition vient de paraître en janvier 2025 chez Schultes. Le livre aborde en profondeur l'évolution du cadre juridique suisse en matière de dénonciation d'actes illicites, couvrant droit privé, pénal et public, ainsi que la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte et les implications pour les entreprises suisses qui sont actives dans l'Union européenne. Sur un plan personnel, ce livre m'a accompagné tout au long de ma carrière en Suisse. La première édition de 2014 était déjà une référence et cette nouvelle édition arrive à un moment clé. Alors que le débat sur le whistleblowing en Suisse pourrait revenir sur le devant de la scène, notamment avec les discussions en cours sur la justice pénale négociée dans, par exemple, les affaires de corruption. À moi, du coup, de rappeler que le projet de loi de whistleblowing en Suisse avait été annulé et il n'y avait pas eu d'entrée en matière en 2019 et 2020 sur ce sujet-là, ce qui était une déception pour tous les praticiens du secteur. Comment va se dérouler ce webinaire? Bruno et Carlos dialogueront pendant environ 45 minutes, après quoi nous prendrons un temps pour vos questions. Nous invitons à poser vos questions dans le chat et nous les aborderons à la fin. Je vais lancer tout de suite un petit sondage pour ceux qui nous ont rejoints afin de vous permettre de nous donner à connaître un peu qui vous êtes, pourquoi vous avez rejoint ce webinaire, puisque vous n'avez à ce moment-là pas la possibilité de communiquer avec nous autrement que par ce sondage. Mais vous vous inquiétez pas, lorsque viendra le temps des questions, on vous donnera la possibilité d'ouvrir vos micros et d'engager un dialogue, de parler avec nous. Après vous avoir présenté ça, une petite courte page de pub pour vous annoncer plusieurs choses. Nous avons 2 événements à venir qui pourraient vous intéresser. Notre prochain webinaire avec Maître Hélène Écoutin-Dupuis, où nous analyserons l'arrêt de la CEDH Alec contre Luxembourg, un jugement clé sur la protection des lanceurs d'alerte en Europe. Le 26 mars 2025, Ariska organise aussi un atelier de formation sur le whistleblowing qui se tiendra à la FER Genève, une opportunité pour approfondir vos connaissances et travailler sur des cas concrets et vous former encore plus aux questions de whistleblowing. Vous retrouverez toutes les informations et liens d'inscription dans le chat, ainsi que sur la page LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. Sans plus attendre, je laisse la parole à Bruno Cadar et Maître Carlos Jaïco. À vous. Si, merci. Merci André pour cette introduction et cette présentation de Maître Carlos Jaïco.
Merci également à tous de prendre de votre temps personnel et professionnel pour assister à cet échange qui, j'en suis sûr, va être très riche. Et merci également, Maître, de vous être rendu disponible pour cette discussion. Donc, sans plus tarder, je vous propose que nous débutions cet entretien. Maître, racontez-nous comment est né ce livre et pourquoi cette deuxième édition maintenant. Alors, avant tout, bonsoir à tous. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type d'échange parce que pour le sujet de whistleblowing, il est quand même important que l'on puisse discuter les fondements et surtout quelle est l'évolution. Cela nous intéresse à tous. Alors, ce livre est né depuis déjà en 2006 et c'était par rapport à un cas qu'on avait eu concernant une dame qui avait été licenciée de manière immédiate comme ça. Donc, elle travaillait dans une banque et puis à ce moment-là, elle avait reçu l'ordre donc du vice-président de ouvrir 4 comptes. Je vous raconte le cas parce que Bien justement, sûr. cela permet de mettre en contexte la question de whistleblowing et, et que dans chaque compte, donc il fasse une division de 5 millions chaque compte et puis ensuite transférer cet argent à l'étranger. Donc évidemment, ça lui a mis la puce à l'oreille, elle avait reçu quelques cours de blanchiment d'argent. À ce moment-là, elle a dit, oui, d'accord, ici, il y a quand même un léger problème. Et elle a donc refusé d'y donner suite. Et à ce Mhm. moment-là, et c'est vu donc le lendemain même déjà qu'elle a été mise à la porte. Alors à ce moment-là, nous avons donc pris ce cas, mais il fallait évidemment passer par les prud'hommes. On ne pouvait pas donc à ce moment-là avoir une législation de Oui. whistleblower qui protège. Donc, en l'espèce, cette dame était donc une lanceuse d'alerte. Alors à ce moment-là, on a gagné l'affaire, ça veut dire à la fin, mais par le droit du travail. Mais niveau whistleblowing, il n'y avait donc pas grand-chose. À ce moment-là, il y avait eu aussi en 2007 la motion du député Remo Gissing, intéressant, donc la première fois en Suisse, mais qui a été donc discutée puis donc refusée Mhm. par le Parlement. À ce moment-là, nous avons écrit donc un article en 2007 assez disons, vaste sur la situation laquelle nous a permis par la suite donc revoir la jurisprudence en Suisse et puis sortir le livre déjà en 2014 avec donc ce qu'on avait déjà comme évolution en Suisse par rapport au whistleblowing. Et puis ensuite, 10 ans après, parce que déjà on a commencé ce travail en 2024, on avait vu que la jurisprudence avait évolué, que, n'est-ce pas, certaines notions avaient été précisées, donc ce qui est important. Et puis, donc, on a cru convenable de faire cette deuxième édition. Donc, voilà, nous y D'accord. sommes. Et c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. On sait que la fraude, la corruption, le harcèlement coûtent très cher aux entreprises et aux organisations en général. Et le whistleblowing reste de loin la première source de détection des inconduites dans le secteur privé. Pourquoi le whistleblower est-il trop souvent considéré comme déloyal? Bien, ça, c'est vraiment, c'est le cas de tous les jours. Et je dois dire qu'en premier lieu, on devrait dire que le lanceur d'alerte, donc, est considéré comme déloyal par ceux qui commettent des délits, déjà, Oui. il faut le dire, hein. Et c'est une attitude symptomatique des corruptions au sein de l'entité lorsque l'on accuse d'abord l'on sort d'ailleurs de déloyal et de traître même, et puis au lieu de procéder à faire une enquête, une première enquête au moins, n'est-ce pas, et lui donner Mhm. en plus quelque crédibilité. Parce que on n'en est pas habitué, je pense, et puis surtout parce que tout simplement on ne veut pas y croire. Alors, les entreprises, à ce moment-là, perdent une grande opportunité. Donc, parce que à ce moment-là, ils vont pratiquement laisser le lanceur d'alerte abandonné à son sort. Et Mhm. puis, l'entité donc, va perdre la face et son image, hein. Il faut savoir. Ce n'est pas une question simple
de traiter un lanceur d'alerte déloyal au traître quand, après les investigations, donc, il s'avère qu'il avait raison, qu'il avait Oui, tout à fait raison de faire cette dénonciation. À ce moment-là, d'accord. évidemment, l'entité va perdre toute une partie de sa réputation, de son image, va en souffrir. Donc, disons que c'est, je le dis, hein, c'est symptomatique de le traiter de cette façon-là, mais je crois qu'il y a quand même un changement dans les mœurs par rapport à ces dénonciations, en partant du fait que le lanceur d'alerte véritable, n'est-ce pas, c'est lui qui agit de Mhm, bonne mhm. foi, et quelqu'un qui ouvre plus pour, n'est-ce pas, un travail, disons, des luttes contre la corruption Oui. dans les entreprises. Bien sûr. Mais c'est là où j'en viens au rôle positif des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce rôle positif? Vous parlez dans votre livre de meilleur auxiliaire de justice. Mhm. Et oui, tout à fait. Parce que le lanceur d'alerte est, bon, il est enfin, auxiliaire de la justice par plusieurs raisons. D'abord, il vient intervenir et frustrer ce qu'on appelle enfin, les pénalistes Mm. comme liter criminis, c'est-à-dire le schéma du délit. D'accord? Au début, quand le délit commence, par exemple, à ce moment-là, il voit comment les gens agissent, ce qu'ils font, et il pense déjà qu'un délit va se commettre. Alors, pendant l'exécution du délit, déjà, donc il y a cette phase-là où ils arrivent, ils voient que cela va déboucher, sans aucun doute, sur un délit. N'est-ce pas? C'est le cas de, par exemple, WorldCom et tous Mhm. ces bilans des entreprises WorldCom qui étaient manipulées. Donc, la comptable savait que non, c'est pas une seule année. Donc, il y avait déjà l'histoire des faux dans les bilans. Alors, et ensuite, ce qui est important, c'est que le lanceur d'alerte arrive aussi à un moment où il peut savoir, par les attitudes et pour les délits qu'il voit, que cela va déboucher sur une catastrophe. C'est le cas, par exemple, dans l'affaire Boeing aux États-Unis, aussi les chemins Mhm. de fer en Angleterre, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est important donc de lui donner ce rôle d'auxiliaire de la justice parce qu'il vient aider aussi le ministère public dans ces Mhm. investigations. C'est un témoin d'exception, Mhm. le lanceur d'alerte, qui va donc permettre à la justice de faire mieux son travail. Qui mieux que lui, qui est à l'intérieur, de savoir exactement ce qui se passe pour permettre des meilleures investigations, hein. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il faut défendre le lanceur d'alerte et ce statut de lanceur d'alerte? Alors, je crois que c'est toujours la lutte, vous savez, entre le bien et le mal. Et du moment que l'on laisse que la corruption continue, Mhm. avance, et que cela devienne, disons, une attitude normale, ou cela fasse partie des mœurs, à ce moment-là, est-ce qu'on a, comme société, on a un problème? On a un problème. Donc, les lanceurs d'alerte viennent nous, disons, sonner l'alarme, l'alerte Mhm. par rapport à ce que nous, comme société, nous sommes en train de créer. Du moment que l'on laisse que la corruption gagne du terrain, que ces attitudes donc illicites ou délits aient lieu sans aucune sanction, à ce moment-là, on est en train de perdre déjà comme société. Je dirais que cela donc, va avoir un impact négatif sur les entreprises, sur la société, sur les institutions, et évidemment, cela euh, la société en général va en pâtir. Donc, je crois que pour cela, pour cette raison-là, les lanceurs d'alerte doivent être protégés et surtout encouragés. D'accord. Vous semblez avoir un avis mitigé par rapport à l'anonymat du lanceur d'alerte, notamment sous l'angle de l'acceptabilité sociale d'un énonciation et puis l'intégration de cette dernière dans le cadre de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet de l'anonymat? Alors, oui, ah, alors par exemple, hein,
la loi états-unienne, hein, Sarbanes-Oxley Act de 2002, qui a été adoptée à la suite des scandales financiers d'Enron, WorldCom, etc., fait notamment l'obligation à toutes les sociétés cotées en bourse, hein, et à leurs filiales à l'étranger, on en reparlera par rapport à la directive de l'Union européenne, Tout à fait. d'introduire un code de conduite, un système de mais sous couvert d'anonymat. D'accord? Alors, ce sont des autres mœurs, hein, faut le dire. Mais donc, il pousse les gens à faire des dénonciations anonymes. Alors, pourquoi est-ce que on réfléchit, disons, de manière différente? Parce que cela nous pose une question concernant les dénonciations des mauvaises foi, non, ou les dénonciations injustifiées, lesquelles donc va venir constituer une atteinte à, disons, à la personnalité du dénoncé. Et c'est Mhm. ça un peu le problème qu'il faut discuter, hein. Alors c'est sous cet angle donc qu'un système d'alerte, par exemple, anonyme, ou pour se signaler des dénonciations calomnieuses, donc il faut aussi prévoir de donner aux dénoncés Le de droit. se défendre, de Mhm. pouvoir aussi, n'est-ce pas, dire, c'est pas moi, c'est pas une dénonciation qui tienne la route. Alors à ce moment-là, il pourrait aussi déposer plainte, n'est-ce pas, contre X pour diffamation, hein, calomnie, pour atteinte à son honneur. Alors justement, je crois que là, il faudrait faire très attention. Anonyme, d'accord, mais dans quelle mesure, hein? C'est-à-dire ce sera l'entité d'en juger, s'il veut donc avoir un système anonyme, d'accord, mais c'est là pour ouvrir la porte aussi à des dénonciations malveillantes et Mhm. téméraires, Mhm. et cela, évidemment, ce qu'on veut pas. C'est très bien, mais l'entité doit juger quand même si, par exemple, c'est un cas qui mérite quand même d'ouvrir une enquête. Alors voilà, c'est bien, c'est bienvenu. Cependant, il faudrait quand même faire attention à ce que la question euh, de la dénonciation anonyme ne soit pas la règle, je veux Non, dire, d'accord? non, non. Mais évidemment, il ne faut pas la laisser de côté parce que du moment qu'il n'y a pas un chemin pour faire, par exemple, une dénonciation confidentielle, permettre aux lanceurs d'alerte d'être sûrs qu'il ne va pas souffrir de représailles et avoir des problèmes. Donc, les deux vont de côté. Il faut là, à ce moment-là, faire peser des intérêts. Bien sûr, bien sûr. Si je comprends bien, elle est importante, mais il faut qu'elle reste temporaire. Elle peut être Et, importante pour la démarche du lanceur d'alerte et ensuite pour aller un petit peu plus avant dans la prise en charge de l'allégation. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'établisse avec une perte de l'anonymat au final. mais Si- exactement. D'accord. Alors, voyez, c'est quand même important. Il faut savoir qu'à Genève, par exemple, l'article 5 de la loi de protection aux lanceurs d'alerte prévoit que le signalement peut être anonyme, hein, Oui, et l'identité du lanceur d'alerte peut rester confidentielle. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va travailler ce point du moment que le dénonciateur, le lanceur d'alerte doit aller oui, voir un groupe de confiance? Voyez, donc, dans la réalité, cela pose quelques problèmes et je pense que la meilleure manière, c'est de s'assurer que donc, qu'il y a un canal de dénonciation qui soit vraiment sûr pour que les lanceurs d'alerte puissent faire des dénonciations sous forme de confidentialité, par exemple. bien sûr. Hmm. Et si on revient maintenant sur une perspective un peu plus locale, une perspective suisse, on sait que le travailleur suisse est partagé entre son devoir de fidélité puis le devoir de dénoncer des actes répréhensibles. Et sans une loi claire, il prend des risques. Et que recommandez-vous à un whistleblower en Suisse pour se protéger? Mhm. Alors, d'accord. D'abord, faut voir que le tribunal fédéral, dans un arrêt 2016, par rapport à l'article 321 alinéa première du Code des obligations, parle de que l'employé a un devoir de fidélité, lequel comprend deux aspects, hein. L'aspect négatif, donc celui de s'abstenir de porter préjudice à Mhm. son employeur, et l'aspect positif,
qui est donc le devoir d'information et des renseignements, notamment donc de dénoncer des délits ou d'abus commis par d'autres travailleurs. Alors, euh, la question ici, c'est que il doit quand même, euh, il existe ce devoir de fidélité d'abord, mais il faut déjà prendre en considération qu'il y a quand même des délits qui sont commis. Donc, que la commission des délits ne vienne pas l'empêcher de dénoncer juste parce qu'il a un devoir de fidélité. Mhm. Et de cette, je le dis parce que il y avait une jurisprudence, et surtout la doctrine, dans les années, déjà dans les années 2000, que l'on faisait que le travailleur, même s'il découvrait, même s'il savait que son employeur commettait délit, il y avait des délits dans son entreprise, il devait donc se taire et passer par l'intérieur. Là, je Mhm. trouvais quand même, je trouve actuellement, que c'est quand même un peu difficile pour le lanceur d'alerte de voir et être témoin d'un délit et ne pas le dénoncer. À ce moment-là, je crois que on devrait aller vers disons, une nuance de la jurisprudence, dans le sens que il est vrai qu'il y a un devoir de fidélité, d'abord, Mhm. mais aussi cet aspect positif doit prendre donc plus d'importance du moment que le travailleur doit dénoncer un délit commis à l'intérieur de l'entité. Moi, je crois que c'est la meilleure chose. Et évidemment, lui, on parlera sûrement sur la manière de se protéger, mais il ne doit pas, disons, avoir peur du moment qu'il est en train, là, de couvrir cet aspect positif donc de la jurisprudence du tribunal fédéral par rapport, il doit donc dénoncer ces délits qui se commettent au sein de l'entité. D'accord. Alors, concernant le risque pénal par rapport à la une diffamation qui est important, notamment sous couvert de l'article 173 du Code pénal, souvent le whistleblower il n'a que des indices, des irrégularités, pas forcément des preuves, d'où une certaine incertitude juridique qui en découle. Ceci n'est-il pas de nature à freiner finalement les alertes qu'il pourrait y avoir, ce risque de Mhm. diffamation? Tout à fait, tout à fait. C'est un risque, hein, c'est un risque de se voir donc dans, dans une situation pénale. Et d'ailleurs, c'est la réponse immédiate hein, de dénoncer, de donc, porter plainte pour diffamation. Et à ce moment-là, donc la manière que l'on a vu par la pratique de mieux se défendre face à ces dénonciations, c'est de être sûr, n'est-ce pas, d'avoir les bons indices. Et évidemment, le lanceur d'alerte ne doit pas faire, n'est-ce pas, un travail d'enquête poussé, mais il doit quand même être sûr que ce qu'il va dénoncer a lieu, n'est-ce pas? Ouais. Alors, partons déjà du fait qu'il est à l'intérieur de l'entité. Et du moment qu'il est à l'intérieur de l'entité, il a une responsabilité quand même de savoir exactement ce qui se passe par rapport au délit qu'il entend dénoncer. Du moment qu'il a entendu, du moment que c'est un peu racontoire, des bruits de couloir, évidemment, il court un risque. Hein, il court un risque d'aller lancer l'alerte sur des choses qui n'ont pas peut-être eu lieu. Alors, il peut aussi être manipulé hein, par quelqu'un qui vient lui dire des choses sur quelqu'un d'autre. On l'a vu dans des situations où on a vraiment des problèmes avec un employé et puis on fait en sorte qu'une fausse information circule, arrive à quelqu'un et que cette personne donc fasse cette information, fausse information. Donc, c'est pour cela que le lanceur d'alerte doit être très, très attentif aux indices. Déjà, il doit être sûr de ce qu'il va dénoncer et du moment qu'il est sûr, à ce moment-là, faire son signalement. Et cela va éviter dans un grand pourcentage d'être donc dénoncé pour diffamation, qui est Mhm. important dans ce cas pour lui. Hein. Mhm. D'accord. Et quelle est votre opinion sur les dispositifs d'alerte au sein des entreprises? De quelle manière ils pourraient mieux protéger les lanceurs d'alerte?
Alors, les, les entreprises s'organisent comme ils peuvent. Mhm. Et je crois que euh, ces entreprises, ils font appel à certaines sociétés, par exemple, pour avoir déjà un canal d'énonciation. Cependant, pour la protection de whistleblower, je pense que la meilleure manière pour lui, c'est que sache exactement si ce canal fonctionne, si c'est un véritable moyen pour dénoncer et que surtout, lui, il ne se mette pas en danger. D'accord? Il y a deux intérêts ici à protéger. Le premier, et surtout, c'est la personnalité, l'intégrité de lanceur d'alerte, mais aussi la vérité qu'il entend dénoncer. Alors, à ce moment-là, donc, il doit faire ce petit travail de voir si, au sein de cette entreprise, le canal qu'ils ont instauré, même Mhm. avec un outsourcing, fonctionne et qui, n'est pas une situation où ce canal, par exemple, va tomber n'importe où, sans aucune issue, sans aucun, disons, aucune conséquence. À ce moment-là, je pense que les entreprises doivent travailler mieux ce- ces moyens pour que le lanceur d'alerte puisse faire une dénonciation sans aucun problème, en s'assurant des deux choses, comme on l'a dit. D'abord, la protection de sa personnalité et ensuite la, la, la dénonciation, laquelle doit comporter donc des faits que l'on peut par la suite donc confirmer. D'accord, d'accord. Donc il faut passer outre l'aspect cosmétique d'une ligne d'alerte qui serait mise en place dans l'entreprise pour aller vraiment sur un projet transversal et bien accompagner les lanceurs d'alerte pour être sûr que les allégations soient bien traitées, si j'ai bien compris, hein. C'est surtout le cas, vous savez, c'est surtout le cas. Parfois, on pense que c'est suffisant d'avoir, n'est-ce pas, une Mhm. voie de dénonciation. Mais ce n'est pas suffisant. On l'a vu, hein, même dans des grosses entreprises. Euh, là, Oui, c'est juste pour un peu, comme vous le dites, un peu cosmétique. Mais au bien sûr. fond, il n'y a pas de grand incidence sur la volonté des lanceurs d'alerte de faire la dénonciation, faire son signalement. Et là, évidemment, tout dépend de la qualité de ce canal des signalements. Tout dépend de la qualité. Du moment que cela prêtera donc à, disons, la suspicion ou à un soupçon que, évidemment, ces informations vont aller tomber dans des mauvaises mains, à ce moment-là, je conseille aux lanceurs d'alerte de ne pas faire la dénonciation parce qu'ils se mettent en danger. Et puis, c'est là ne pas le but Oui, disons, de la procédure, hein. tout à fait. Et vous proposez l'assistance judiciaire pour les lanceurs d'alerte? Mhm. Alors voilà, ça c'est une bonne question. Écoutez, et, on sait par la pratique que le lanceur d'alerte, du moment qu'il dénonce, hein, Mhm. qu'il fait le pas, à ce moment-là, il est totalement isolé. C'est dans 99% des cas, on l'a vu, où il est isolé, soit par la hiérarchie, soit par ses collègues. Bon, là, ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que il va donc, par exemple, il va être mis en congé, d'accord, pour un certain temps. Dans d'autres cas, déjà, comme le cas de cette dame qu'on avait vu au début, n'est-ce pas, qui avait été licenciée, à ce moment-là, il n'aura pas donc déjà un salaire pour se soutenir. Donc, à ce moment-là, que faire? La meilleure manière donc, c'est de lui permettre d'avoir l'assistance judiciaire. Je crois que c'est un cas important parce que, vous savez, parfois, le lanceur d'alerte doit se voir confronté à des grosses sociétés. Et Mhm. évidemment, ils ont les moyens pour, ces sociétés ont les moyens pour payer des avocats sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas pour le lanceur d'alerte. Tout à fait. Le lanceur d'alerte doit donc mettre la main à la poche et voir de quelle manière il va couvrir ses dépenses d'avocat. Alors, ces frais, évidemment, il faut les couvrir. Je pense que
on devrait lui permettre d'avoir donc cet assistant judiciaire au moins primaire, quitte par la suite en cas de perte qu'il puisse, n'est-ce pas, rembourser, mais en tout cas, et en prenant en considération que l'on cherche la vérité dans cette affaire, euh, le, le lanceur d'alerte doit avoir donc droit à l'assistance judiciaire. Je crois que c'est la meilleure des choses afin de mettre les deux à égalité des armes, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Dans le cas extrême de la rupture des rapports de travail, notamment du licenciement du lanceur d'alerte, vous auriez quelles recommandations à apporter concernant le certificat de travail pour ce C'est lanceur intéressant. d'alerte? Hmm, Vous savez, une des manières, une des représailles ouais, pour l'employé, et c'est de lui donner un certificat de travail vraiment mauvais, et hmm, qui va le mettre sous un mauvais jour face à un autre potentiel employeur. Ça, on l'a vu, et ça fait partie aussi des représailles, hein. Et évidemment, cela va venir l'empêcher de trouver un autre travail euh, pour moyen terme. Alors, à ce moment-là, ce qu'on recommande, c'est que l'employé, déjà avant qu'il fasse son signalement, il demande déjà un certificat de travail. mhm, Il doit le demander. Pourquoi? Parce que l'on a constaté, et c'est sûrement de ce côté-là, que on a gagné certains cas. Puisqu'il n'y a pas de notation, l'employeur va donner donc un certificat de travail intermédiaire le plus normal possible, n'est-ce pas? En louant parfois quelques qualités de l'employé. Mais tout de suite après la dénonciation, l'on demande ce certificat et c'est le jour et la nuit. mhm, Complètement différent, l'employé n'était pas le meilleur, il était pas feignant et tout des choses comme ça. Évidemment, on va utiliser un langage, n'est-ce pas, codé, mais à la fin, ça va lui porter préjudice. Donc, mhm. ce que l'on recommande, c'est de toujours demander des certificats de travail intermédiaire et par la suite, lui demander aussi, suite au signalement, afin que l'on puisse comparer. À ce moment-là, on va découvrir exactement que, D'accord. évidemment, ce licenciement est pour, à cause du signalement et non pas parce que le travailleur avait une mauvaise attitude au travail. D'accord, donc c'est de la responsabilité du travailleur de demander au fur et à mesure de sa carrière d'avoir régulièrement des certificats de travail pour se prémunir d'un risque de représailles si jamais il devient un lanceur d'alerte et puis que les rapports de travail soient terminés et qu'il soit licencié, hein, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. C'est recommandable parce que on recommande cela parce là, il aura une preuve à la main, D'accord. Mhm. va lui permettre de, par la suite, dire, écoutez, j'ai été donc licencié parce que j'ai fait ce signalement, D'accord. pas parce que j'étais un mauvais travailleur. C'est parce que j'ai fait ce signalement que maintenant on a pris comme représailles le fait de me donner un certificat de travail qui n'est pas réel. Donc, hein. Donc ça, c'est une manière de comparer et aussi devant les tribunaux des prud'hommes, cela fonctionne aussi très très bien. On l'a déjà vu dans certains cas. Et donc, c'est important pour lui de toujours régulièrement demander un certificat intermédiaire de travail. Et surtout, et à plus forte raison, lorsqu'il a déjà en vue un signalement. S'il a déjà en vue un signalement, quelque temps avant, c'est recommandé qu'il donc demande à son employeur un certificat de travail. Vous avez peut-être une fréquence à conseiller? Bon, vous savez, si on demande un certificat de travail chaque 6 mois, c'est Oui, recommandable. d'accord. Chaque 6 mois, c'est bien. Chaque 2 mois, je ne pense pas. D'accord. Mais chaque 6 mois, c'est une bonne moyenne, n'est-ce pas, pour avoir déjà un peu les sensibilités au sein de l'entreprise et surtout comment est-ce qu'on va aller
disons, avancé dans le signalement. La question me rappelle un cas qu'on avait vu Mhm. et que justement on a dû comparer. Et donc le lanceur d'alerte dans ce cas-là avait 10 ans de travail dans cette entreprise. Donc il avait demandé un certificat de travail après 3 ans de travail. Donc il était excellent. Il en avait demandé aussi un autre après 3 ans de travail, donc 6 ans. Il était excellent. Alors, par la suite, avant de partir, déjà avant la 10e année, il avait demandé un autre certificat de travail, qui était aussi excellent. Il a fait le signalement et par la suite, il était donc le pire des employés. Donc, à ce D'accord. moment-là, avec ces certificats de travail, plus oui, le dernier après le signalement, donc cela nous a permis de prouver exactement qu'évidemment, le licenciement avait été fait par ce signalement, pas pour autre chose. Donc, voilà pourquoi l'importance de ce certificat de travail. D'accord. On va parler un peu du canton de Genève qui a mis en place une loi sur la protection des lanceurs d'alerte, hein, la LPLA. Quelle opinion vous avez sur la procédure à suivre? Mhm. Alors, c'est intéressant. D'abord, il faut dire que le canton de Genève a eu, ils ont un peu le courage d'aller devant et faire une loi de protection des lanceurs d'alerte, c'est très bien. Et que cela vient de la Constitution déjà même, hein, mais que cette fois, c'est une loi de protection des lanceurs d'alerte intéressante. Et il y a d'autres cantons aussi qui l'ont fait, et on voit qu'il y a donc une bonne vague de législation au sein des cantons. Si, évidemment, la Confédération ne le fait pas, il y a les cantons qui prennent un peu le pas, et c'est intéressant. C'est intéressant parce que à chaque fois, on voit que cela permet de déjà avoir une certaine généralité des posées par rapport à la protection des lanceurs d'alerte. Alors, concernant cette loi, je la vois bien, mais, sauf quelques commentaires que j'aurais, par exemple, par rapport à ce groupe de confiance. Et à l'article 4 de la loi, on parle d'information et orientation préalable. Alors, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte doit aller ce groupe de confiance, lequel va donc prendre l'information, conseiller, orienter, donc de manière confidentielle, les potentiels lanceurs d'alerte. Alors, c'est ça, donc la question, je trouve qu'à ce moment-là, euh, on n'est pas sûr que les lanceurs d'alerte aillent voir le groupe de confiance ou touchent frappe à la porte du groupe de confiance parce que déjà, c'est bien, c'est des gens honnêtes, il n'y a pas de doute, ceux qui en font partie. Cependant, je crois que la démarche n'est pas ça même de, alors, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De faire que le lanceur d'alerte ait la sécurité que son information va être bien traitée. Mhm. C'est ça, je trouve que du moment que ce groupe de confiance va l'orienter euh, déjà, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Voilà, ce qu'on a besoin ici, et voilà Mhm. pourquoi mon commentaire, c'est de savoir de quelle manière on va le protéger. Oui. C'est ça la question. La question, au fond, c'est évidemment, il y a un groupe de confiance, je peux aller, je peux informer, et je me laisse conseiller d'abord, mais quels sont les moyens que j'ai pour me défendre? Quels sont disons, alors, comment est-ce qu'on pourrait appeler cela? La manière que l'État a pour me défendre face Mhm. à la dénonciation que je veux faire, parce que cela, on a vu déjà quelques administrations, même quelques fonctionnaires à Genève, qui n'ont pas eu cette aide, hein, qui n'ont pas eu cette aide. Ils ont fait une dénonciation. Du moment qu'ils ont fait la dénonciation, ils sont allés au groupe de confiance, mais ils n'ont pas trouvé donc le moyen pour se défendre face à l'État. Mhm. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on protège le lanceur d'alerte et de quelle manière on peut faire que l'information qu'il vient de nous donner
puisse être traité de la meilleure manière et surtout lui donner, ouvrir une enquête, par exemple, par rapport. Je crois que ce serait un commentaire que je ferais par rapport à cette loi qui reste quand même des précisions, hein, mais que Oui, pour le fond me paraît intéressante et surtout bienvenue. d'accord. Si on se place dans une perspective un peu plus fédérale, le projet de loi sur le whistleblowing a échoué, hein, le 5 mars 2020. Le Conseil national a décidé de ne pas entrer en matière après 12 ans de travail sur le sujet. Qu'est-ce qui a bloqué, selon vous, ce projet de loi? Et c'est l'adoption d'une loi sur le whistleblowing en général, au niveau fédéral. Alors, je crois que il y a toujours la peur d'ouvrir un peu les vannes, hein, et Mm. d'ouvrir un peu, n'est-ce pas, cette situation où les gens puissent faire des dénonciations à gauche et à droite. Je crois que c'est un peu la peur qui existe, mais je dirais que la Suisse quand même va devoir légiférer tôt ou tard, parce que il est déjà, disons, il fait partie de l'Union européenne, Mm. pas comme on l'entend, mais c'est-à-dire que il ne peut pas passer plus de temps sans avoir une législation. Il faut savoir que c'est le seul pays en Europe qui n'en a pas. Enfin, il y Mhm. a la directive déjà, il y a les pays qui ont déjà commencé bon, déjà à instaurer une loi, certaines l'avaient déjà, hein, la France, l'Espagne, l'Angleterre, par exemple, qui n'appartient plus, mais quand même, ils avaient déjà une législation importante. Alors, la Suisse est la seule qui reste en Europe, au milieu, sans avoir une législation qui permette donc de protéger le lanceur d'alerte. Alors, je pense que euh, plus, plus tôt que tard, il y aura donc, euh, disons, une avancée dans ce sens-là. Évidemment, je crois que aussi il y a eu un problème du fait de vouloir tout légiférer et surtout légiférer. Évidemment, on peut pas. Je crois que là, il faut être un peu plus humble, disons-le, et partir sur une base qui pourrait être respectée au moins, n'est-ce pas, par les entreprises, par exemple, et à partir de là, donc, développer la jurisprudence, Mhm. mais sans entrer dans les détails. Déjà, un cadre où les entreprises pourraient déjà travailler. Je crois que c'est souhaitable et sans vouloir trop entrer dans les détails, ce qu'on a essayé de faire, n'est-ce pas? Mais à la fin, vous savez, la jurisprudence, le tribunal fédéral fait son travail, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas Ouais. suffisant. Je pense que précisément, déjà, on a 20 ans de jurisprudence, si Mhm. ce n'est plus. À ce moment-là, donc, la Confédération doit quand même sortir une loi cadre qui permette donc tant aux employés qu'aux employeurs de voir comment est-ce qu'ils vont fonctionner dans cette protection de lanceurs d'alerte. D'accord. Alors, la flexibilité dans les rapports de travail est très large en Suisse. Elle est souvent présentée comme un des facteurs de réussite économique du pays. Est-ce que c'est cela qui freine l'adoption de législation un peu plus protectrice en matière de whistleblowing? Alors, oui, peut-être bien, mais le fait que disons qu'il y ait de la flexibilité dans les rapports de travail fait partie des colonnes, n'est-ce pas, de l'économie suisse, hein. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que parce que c'est facile, bon, bah, entre guillemets, de pouvoir n'est-ce pas, se séparer d'un collaborateur puisse venir lui porter préjudice sur sa protection en cas de dénonciation. Je crois que ce, ce n'est pas la manière de voir les choses. Les entreprises, on l'a déjà dit, doivent faire en sorte que ces employés, même s'ils peuvent leur dire demain, voilà, c'est fini, les rapports de travail, doivent être sûrs qu'ils peuvent compter sur eux pour tous les délits qui puissent se commettre, surtout des cas de corruption.
Et pour l'entreprise, c'est important. Il ne peut pas donc régler cela par des questions, justement, bon, lui est un peu suspicieux, alors on va le laisser partir. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière. Au fond, et les choses vont se savoir et l'entreprise va finir par payer les conséquences. Donc, je crois que à ce moment-là, c'est important, plus une question d'entreprise qui prennent donc leurs responsabilités et qui avancent dans ce sens-là. Alors, justement, par rapport à la dernière question, cela me rappelle aussi que faut savoir que la Suisse est membre du Conseil de l'Europe, hein, Mhm. et donc il doit protéger les lanceurs d'alerte. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, hein, Oui, bien sûr. et comme vous savez, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc, la Suisse en fait partie. Tout cela fait donc que euh, la Suisse puisse tôt ou tard, n'est-ce pas, légiférer. Il ne peut pas donc passer à côté, hein. La Suisse, par exemple, fait partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, il y a l'obligation, hein, selon l'article 33, d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection des lanceurs d'alerte. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que ne peut pas passer plus de temps sans légiférer. Je pense que ça sera fait plus tôt que tard. D'accord. Mais dans le même temps, on a eu l'Union européenne qui a adopté, comme vous en avez parlé rapidement, la directive européenne 2019/1937 sur la protection des lanceurs d'alerte. En quelques mots, quelles sont les forces et les faiblesses de ce texte? Rappelez peut-être un peu les obligations pour les organisations et puis l'impact de cette directive peut-être sur les entreprises suisses, si, Mhm. s'il y en a. Alors, bon, et on peut dire que c'est déjà une directive tout à fait bienvenue, hein, bienvenue parce qu'avant, les États, comme on avait vu, donc faisaient de la protection des lanceurs d'alerte, mais dans leur législation. On a vu la loi Sapin, la loi Wasserman, dernièrement en France, par exemple, en Espagne et dans d'autres pays. Et donc, cette directive, parce que c'est une directive, s'applique à tous les 27 pays. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comme maintenant, il y a une protection au niveau européen des lanceurs d'alerte. Je pense que, par exemple, le fait de obliger les institutions, dépendant, on a vu, du nombre d'employés, d'instaurer ces voies de signalement. Je les appelle plutôt voies. Et des signalements, c'est important que cela soit fait des bonnes manières, surtout parce que euh, si l'entité, par exemple, n'arrive pas à instaurer une voie de signalement, disons qu'elle soit valable, ou que permette les dénonciations, à ce moment-là, il peut être donc sanctionné, c'est Mhm. très bien. Et donc, disons que cela nous permet aussi de voir que l'Union européenne a pris au sérieux les dénonciations des corruptions qu'il y avait, parce qu'il y a des millions et des millions d'euros qui étaient en train de perdre déjà, on l'avait vu selon les derniers rapports. Et donc, c'était une bonne manière de mettre en frein à cela. Alors, par rapport aux entreprises suisses, il faut savoir que, seulement par la directive 2019-1937, les entreprises suisses sont concernées, mais aussi par d'autres directives, hein, faut le savoir aussi. Et donc, dans ce cas, il faut savoir que les entreprises européennes, par exemple, qui ont des filières en Suisse, doivent accomplir cette directive, doivent suivre cette directive. Ils ne peuvent pas nous dire parce que je suis en Suisse et Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, alors cela ne s'applique pas. Non, c'est faux. Et il faut savoir que ces directives s'appliquent donc à l'entreprise instaurée en Europe, mais aussi dans d'autres pays, même en Amérique latine, même aux États-Unis, même en Asie.
parce que cela ne concerne pas la question géographique. C'est une Mhm. question uniquement de d'où la société ou l'entreprise exerce ses activités lucratives. Donc, pour les entreprises qui ont donc un siège aussi ou bien à des filières en Suisse, cela s'applique directement. Il n'y en a pas, n'est-ce pas, doute à ce sujet-là. C'est le même système. Il faut savoir que la Sarbanes-Oxley Law, hein, des Mhm. États-Unis, cette législation s'applique aux sociétés aux États-Unis, mais aussi vont au-delà des États-Unis, en Amérique latine, en Europe, et toute entreprise donc, qui fasse et commette des délits ou des corruptions, évidemment, ils peuvent être donc saisis par le Sarbanes-Oxley Law. C'est la même chose donc avec la directive 2019-1937. Merci infiniment, maître. On arrive tranquillement à la fin de cet entretien par rapport aux questions. On va laisser maintenant la place aux questions des membres de notre audience. Avant de passer à cette partie-là, je vous rappelle qu'on a mis dans le chat le lien vers le livre de Maître Jaïko. Le titre est Whistleblowing, perspective en droit suisse et législation comparée aux éditions Schultes. Et puis je rappelle très rapidement les dates importantes. On aura un prochain webinaire sur l'arrêt Allais contre Luxembourg avec Maître Écoutin Dupuis qui est avec nous lundi 17 mars à 17 heures. Et puis un workshop à Genève à la Fer autour du whistleblowing le 26 mars de 8h30 à 12h30. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, André, pour prendre la suite. Merci beaucoup. Et donc, nous avons ouvert la possibilité à tous les participants d'ouvrir leur micro et aussi de mettre leur caméra s'ils souhaitent prendre la parole. J'en profite pour partager les résultats du court sondage. Et aujourd'hui, nous avions des personnes de différents profils et métiers, 15% d'avocats juristes, 8% de compliance officers, ou responsable conformité, 54% de personnes qui venaient du monde de l'enquête et de l'audit, et quelques autres personnes qui venaient d'un autre secteur. Enfin, les secteurs représentés étaient la finance, les entreprises privées, organisations internationales et ONG, mais aussi conseil audit. Enfin, vous veniez pour mieux comprendre la législation suisse sur le whistleblowing, appliquer les bonnes pratiques dans votre organisation, renforcer la protection des lanceurs d'alerte et répondre aux enjeux de gouvernance. Et pour 38% d'entre vous, vous aviez été impliqué dans un cas en tant que lanceur d'alerte ou gestionnaire de cas. Oui, vous aviez été impliqué indirectement, donc aujourd'hui, près de 70% des participants avaient déjà été confrontés à une situation de whistleblowing. Peut-être, moi, je vous propose de lever la main si vous avez des questions pour Maître Jaïko. Moi, j'ai une question parce que cette directive européenne, elle vient clarifier les règles du jeu pour l'Union européenne. On n'a pas eu cette chance en Suisse avec le projet de loi, mais vous l'aviez dit, pour autant, il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaissent le principe de signalement en cascade interne lorsque les moyens existent, autorité externe, divulgation publique en dernier recours. La question est donc, pour les entreprises suisses, est-il pas important de devancer le législateur et d'adopter eux-mêmes, de leur propre initiative individuelle et privée, un système de signalement interne et ainsi se protéger de poursuites, puisque si les lanceurs d'alerte ne suivent pas ce principe de signalement en cascade, ils s'exposent à des poursuites, ce qui est reconnu par la CEDH, ce principe de cascade. Alors, très bien. Donc, bon, et par rapport aux entreprises, je pense que c'est bien que euh, qu'il y ait cette jurisprudence. D'ailleurs, c'est le tribunal fédéral déjà dans un arrêt de 2008 où il a instauré cette jurisprudence un peu intéressante par
le fait que le lanceur d'alerte doit procéder par, n'est-ce pas, à l'intérieur d'abord de son entreprise. On a eu un cas, un arrêt tessinois intéressant où un employé de banque, donc il avait été licencié parce qu'il était allé voir un conseiller, un avocat externe à la banque. Et donc, cela, ils ont trouvé que ne pouvaient pas faire, c'était une violation à la loi bancaire, au droit bancaire. Donc, bon, ben, au secret, n'est-ce pas, bancaire. Mais voilà. Mais il faut quand même toujours nuancer ces jurisprudences parce que là, c'est clair que nous avons vu que dans certains cas, c'est lui qui commet le délit, c'était le supérieur hiérarchique. Alors, évidemment, pensez à un employé qui voit que son supérieur hiérarchique est là, comment est-ce qu'il pourrait aller lui dire à lui-même qu'il est en train de commettre un délit? C'est quand même impossible, hein. Et on l'a vu, c'est pour cela euh, on a proposé ce qu'on appelle la dénonciation sautante, c'est-à-dire que si l'on sait que il y a cette personne, ou le supérieur hiérarchique est déjà impliqué dans cette affaire, à ce moment-là, cela permettrait à l'employé d'aller voir donc dans une autre direction, c'est-à-dire au public, par exemple. Je crois que voilà pourquoi il y a la responsabilité, je renvoie la responsabilité aux entreprises d'instaurer une voie de signalement qui soit digne, n'est-ce pas, de ce nom, pour que l'employé ne puisse pas avoir cette possibilité de douter. Il le sait, il sait déjà qu'il y a cette voie qui est donc valable, qui a tout à fait confiance, donc il peut donc l'utiliser. C'est ça le point principal. Alors à ce moment-là, donc on ne va pas jeter la faute sur le lanceur d'alerte, non, loin de là. Il doit savoir, il doit être bien informé qu'il y a cette voie de signalement, laquelle fonctionne. C'est surtout cela. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait avoir moins de malentendus, moins de problèmes, et surtout, comme je le disais, protéger toujours ce lanceur d'alerte et, enfin, avoir la vérité sur cette dénonciation. Merci, maître. Je passe la parole aux participants. N'hésitez pas à lever la main et poser vos questions à maître Jaïko. Euh, N'hésitez pas, soyez pas timide. Vous pouvez aussi mettre les questions dans le chat. On avait une question sur le chat en référence à l'arrêt du tribunal fédéral de 2016 que vous avez mentionné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet arrêt euh, concernant ce devoir de fidélité et euh, quel était le cas en fait? Oui, enfin, c'était le cas, alors voyons voir le tribunal fédéral, euh, c'est surtout le point, disons, important de cet arrêt, c'est que l'employeur doit, lors de sa dénonciation, prendre en considération enfin, l'intensité de sa dénonciation par rapport à l'image de son employeur. On va l'expliquer comme ça. Et donc, certains professeurs et surtout la doctrine avaient mis surtout, toujours, cette question, cet aspect négatif, n'est-ce pas? Celui de ne pas porter préjudice à son employeur par faire une dénonciation. À ce moment-là, évidemment, il fallait voir est-ce que cette dénonciation lui porte préjudice? Oui. Et même certains auteurs allaient jusqu'au point de dire même si l'employé connaît des délits de son employeur, il doit se taire. Alors à ce moment-là, évidemment, j'étais un peu contre cette doctrine, je l'ai dit à maintes fois, parce que cela ne me paraît pas normal ni convenable. Du moment que l'intérêt que l'on cherche ici, c'est l'intérêt public, d'accord? Il n'y a pas d'intérêt, n'est-ce pas, privé qui puisse prévaloir sur l'intérêt public. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que du moment que l'on dit oui,
même si tu sais qu'il y a des délits et faut regarder, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Ça, c'est bien, disons, une manière assez euh, facile de voir les choses. Mais en tout cas, je crois que là, on perd de vue l'important. C'est qu'il y a un délit qui a été commis. Vous voyez, c'est qu'il y a un délit qui a été commis et ce délit ne peut pas être laissé de côté et surtout passer par ne pas être sanctionné. Je crois que là, cet arrêt est important, il fait quelques nuances, nous met face à une situation où, évidemment, l'employeur doit se protéger, c'est sûr, mais l'employé doit aussi faire ses renseignements, mais de manière à ne pas lui porter préjudice. Alors, comment il le fait? À ce moment-là, la responsabilité, une fois de plus, vient sur l'employeur, lequel doit prévoir précisément ses voies de signalement pour qu'il puisse faire cette dénonciation. Du moment qu'il n'y en a pas, du moment qu'elle est mal faite, du moment qu'elle existe, mais c'est juste une façade, à ce moment-là, on ne peut pas donc blâmer le lanceur d'alerte d'avoir fait cette dénonciation. Ça tient pas. Ça ne tient pas. Donc, à ce moment-là, je crois que la meilleure des choses, c'est évidemment protéger hein, cet aspect négatif, de ne pas porter préjudice. On est tous d'accord. Parce qu'il ne faut pas quand même aller dire n'importe quoi de l'employeur. Ça, c'est normal. On le sait et on doit le respecter. Cependant, ce côté positif doit prévaloir du moment qu'il y a des informations importantes sur des délits qui ont été commis, qui sont en train de se commettre. À ce moment-là, évidemment, l'intérêt public prime sur l'intérêt privé. Et c'est ce que vient rappeler l'arrêt Allais Luxembourg de la CEDH qu'on discutera Tout à lors de fait. notre prochain webinaire aussi sur l'intérêt de la dénonciation. Nous avons une question d'un participant qui est dans le chat. Je vais la reprendre et la question est la suivante. Pouvez-vous nous éclairer avec votre expérience sur le rôle des fonctions de défense ou de gouvernance telles que l'audit interne ou le conseil d'administration et j'imagine dans ces thématiques et quel est leur rôle pour pousser les Ils ont entreprises un à rôle, adopter des mécanismes. oui, ils ont un rôle important. Hein, aussi, on pourrait inclure le compliance. C'est important. Cependant, tout dépend de quelle est la position, disons, ces instruments, disons, pour permettre de faire la dénonciation. Et on l'a vu, hein, on l'a vu, certains banques, par exemple, ont un service de compliance. Mais à la fin, cela n'a pas empêché qu'il y ait, par exemple, des délits d'initiés ou que cette banque tombe en faillite. Cela n'a pas empêché. Et pourtant, il y a un bon service de compliance qui est là, qui fonctionne, tout cela, mais cela n'a pas donné des bons résultats apparemment. Alors donc, c'est toujours la question de savoir, c'est bien, il y a un conseil d'administration, il y a donc quelques organismes, organes au sein de l'entreprise qui vont faire en sorte que cette dénonciation puisse leur arriver. D'accord. Mais il faut voir s'ils sont indépendants. C'est ça le point clé. Est-ce qu'il y a une indépendance par rapport à la hiérarchie? C'est ça la question. Parce que du moment qu'il n'y a pas d'indépendance, ça va quand même se traiter d'une autre manière. Il y a des fortes donc, chances que la dénonciation ne soit pas traitée de la meilleure manière. Donc, je crois que à ce moment-là, il faudrait voir quel est le niveau d'indépendance de cette entité, de cet organe au sein de l'entreprise et de quelle manière elle fonctionne par rapport aux dénonciations. Comme je l'ai dit, il y a des cas où euh, il peut y avoir un service, comme le service de compliance, parce que cela n'empêche pas, évidemment, qu'à la fin, il y ait tous ces délits qui se commettent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Simplement, parfois, ces services sont subordonnés et n'ont pas cette capacité ou cette indépendance pour mener des enquêtes ou bien faire des rapports qui puissent, n'est-ce pas, mettre un terme à des délits ou bien ouvrir des enquêtes en toute indépendance. Non. Voilà. Je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions et si il n'y en a pas, je profite pour rebondir sur ce dernier point. Et c'est-à-dire,
l'impartialité et l'indépendance des personnes qui traitent les signalements, qui est un point de la directive européenne, d'ailleurs, qui rappelle Mhm. que le responsable, sans nommer de fonction, mais le responsable du traitement du signalement doit être impartial, objectif, indépendant. Alors, comment s'en assurer? Dans les grandes entreprises, il y a de l'audit interne, mais les PME en Suisse, puisque c'est le tissu économie suisse, euh, comment s'assurer de l'indépendance de la personne qui traite le signalement? Alors, voyez, la question ici, c'est de savoir si, par exemple, on peut faire de l'outsourcing ou bien avoir n'est-ce pas, une entité externe à l'entreprise, c'est une PME par exemple, qui puisse faire ce travail, qui puisse donc recevoir ces dénonciations et à ce moment-là, parce qu'évidemment, ils n'ont aucun lien, mis à part la question de, n'est-ce pas, de travail ou de responsabilité pour ce qu'ils font. Il n'y en a pas donc possibilité qu'il y ait cette subordination. C'est ça le point clé, je crois, dans l'instauration de ces services. L'indépendance, l'impartialité. Comment est-ce qu'on le trouve? Et ça, on ne le voit pas seulement en Suisse, on le voit un peu dans le monde. C'est une question qui se pose partout dans les entités où l'on doit dire, oui, où est-ce qu'elle va, cette dénonciation? Qui va la recevoir? Est-ce que c'est une personne impartielle? Est-ce que cette personne est indépendante? Est-ce qu'elle va devoir en rendre compte à quelqu'un? Donc, à ce moment-là, je propose euh, que cela se fasse par un service externe. C'est la meilleure chose de voir qui pourrait faire ça. Ça pourrait être, par exemple, un bureau d'avocat, ou bien, pourquoi pas le ministère public, disons, mais quand même chercher un service qui soit et qui remplisse ces deux conditions d'impartialité, de confidentialité, et surtout, la troisième, qui ne soit pas subordonné au désir des chefs d'entreprise. Ou Ariska, qui offre ce Voilà, au service à risque, hein, ses voilà. clients. Une question dans le chat aussi d'un participant. Selon vous, quelle est la proportion d'entreprises suisses ayant déjà adopté un canal de signalement ou une procédure pour traiter ces signalements? Je ne sais pas si vous avez ces statistiques. Sinon, je vais appeler Bruno à la rescousse puisque je sais qu'il a fait quelques recherches Oh, sur ça. oh, il y a au moins, c'est pas très répandu, je dois dire, hein. En Suisse, il y a au moins, disons, un 50%, d'après les dernières statistiques qu'on avait eues l'année passée, des entreprises qui ont instauré un système de différentes sortes, hein. Il faut dire qu'il y a des systèmes qui sont même vendus, il y a des systèmes qui fonctionnent et qu'ils ont donc pris, instauré dans leur système. Mais c'est quand même 50-50, hein. Ce n'est pas la totalité, il n'y en a pas encore, disons, un grand pourcentage qui peut dire, voilà, on a un système. Et je crois que ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. C'est aussi une question d'information, c'est une question aussi de, disons, ne pas avoir peur. Vous voyez, c'est ça la question pour les chefs d'entreprise, de ne pas avoir peur. C'est surtout une question qui va venir leur aider dans, par exemple, tout ce qui est la qualité, l'image de l'entreprise. Ça va lui permettre d'avoir une meilleure publicité face à ses clients et je crois que c'est tout gain pour eux, hein. Alors voilà. Alors de mon côté, les derniers chiffres que j'ai datent de 2018, donc dans le secteur privé, selon une étude qui a été menée par l'Université des sciences appliquées des Grisons. En Intéressant, oui, Suisse, c'est la ouais, il y dernière. a 70% des grandes entreprises qui sont équipées de canaux de signalement, lignes d'alerte, Mhm. et seulement 10% des PME.
On se doute bien que les grandes entreprises ont d'autres enjeux et ont des activités qui sont plus larges et notamment européennes, et elles ont une organisation aussi du travail interne avec des services d'audit et de compliance. Mais on se rend compte que du point de vue des PME, elles sont largement sous-équipées, sachant que les PME de 25 à 250 salariés, il y a une grosse marge d'application par rapport à la mise en place du coup d'un outil d'alerte au sein de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a encore un sacré travail à faire de ce point de vue-là. Vous savez, c'est une question d'information et surtout de perdre cette peur qu'ils ont par rapport aux dénonciations. Et je pense que le chiffre est intéressant. Néanmoins, je reste quelque part un peu circonspect par rapport au nombre. C'est vrai, de ce que je vois, les entreprises sont un peu réticentes à voir n'est-ce pas, ces informations fuir. Ils pensent que les informations vont partir de tous les côtés, ils vont pas pouvoir les contrôler. C'est un peu ça la peur qu'il y a, mais je dirais que c'est une peur infondée, parce que du moment justement, qu'ils ont un système de dénonciation bien instauré, à ce moment-là, ils peuvent déjà dans le bon sens du terme, contrôler l'information et surtout ne pas permettre que cela fasse de dégâts une fois que c'est public. Ils peuvent régler l'affaire une fois qu'ils connaissent et surtout qu'ils ont la meilleure intention de le faire, hein. Mhm. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on aura plus d'entreprises qui vont instaurer ces systèmes de dénonciation. Merci. Maître, nous avons passé le temps, mais il y a encore une question qui a été posée dans le chat. Si vous nous accordez quelques minutes de plus, vous avez été très généreux avec nous, mais est-ce que je peux vous poser cette dernière question? Allez-y, allez-y. Alors, cette dernière question concerne la bonne foi et notamment le fait que les textes ou les politiques des entreprises prévoient que les signalements soient faits de bonne foi et que les signalements de mauvaise foi sont considérés comme abusifs, ce qu'on entend. En revanche, en tant qu'enquêteur, la personne écrit, je trouve choquant que le lanceur d'alerte doive prouver sa bonne foi. J'ai l'impression que cela ne facilite pas la protection des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous voyez, la bonne foi est dans certaines législations est demandée. On veut que la, le dénonciateur, avant de faire cette dénonciation et au moment de faire la dénonciation, soit de bonne foi. Qu'est-ce que cela veut dire être de bonne foi? Que tout simplement, aucune autre raison ne vienne pas l'inviter afin de faire cette dénonciation. Par exemple, il est à, n'est-ce pas, une dispute, un problème avec la personne dénoncée, n'est-ce pas? Ça viendrait donc à perturber un peu ses sens, apparemment, et que là, il dirait, bon, bah, enfin, je vais pas je vais le dénoncer parce que il ne me plaît pas. Disons-le comme ça. Mais aussi, c'est dangereux parce que dans le sens inverse, qu'en est-il si on a des bonnes relations avec cette personne et on découvre qu'il commet des délits? N'est-ce pas? Ah non, je- il est bien, c'est un beau type, mais quand même, non, je ne vais pas le dénoncer. Alors voilà pourquoi, dans des cas, il vaut mieux que le point central, n'est-ce pas, de la dénonciation soit la sauvegarde de l'intérêt public. C'est là qu'on a eu déjà une jurisprudence du tribunal fédéral et, et aussi du tribunal fédéral administratif où l'on on laisse clairement le fait que peut être de bonne ou mauvaise foi, qu'à la fin, c'est pas relevant, mais l'important c'est qu'il soit dirigé par la recherche de l'intérêt public, donc la sauvegarde de l'intérêt public. C'est ce qui est important. Parce que si l'on se met euh, disons, à chercher s'il était de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'information qu'il est en train de donner. D'accord? Alors, ceci dit, il y a donc un deuxième volet à cette question qui est par rapport, par exemple, et ça c'est important, à la dénonciation calomnieuse. N'est-ce pas?
ce moment-là, évidemment, si l'on découvre que c'est une dénonciation calomnieuse, évidemment, il y a une question de mauvaise foi. Et à ce moment-là, on pourra le prouver aisément, je pense, hein. Mais en tout cas, c'est bien la bonne foi, mais le lanceur d'alerte n'a pas approuvé sa bonne foi. Il est là pour dénoncer un fait, un délit, lequel il va essayer, à travers sa dénonciation, de sauvegarder l'intérêt public. Et en définitive, on ne peut pas présumer la mauvaise foi du lanceur d'alerte. Non, 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 Ce qui est justement. important, c'est le fondement de l'allégation plus que les motivations du lanceur d'alerte, qui pour moi sont, Exactement. dans ma pratique de l'enquête interne, sont secondaires. Je m'attache plus au fondement de l'allégation que proprement à la motivation du lanceur d'alerte. On pourrait ouvrir toute une nouvelle discussion. Nous n'avons pas cette culture en Europe, mais est-ce que le lanceur d'alerte aux États-Unis, qui espère plusieurs millions de récompenses dans les affaires les plus importantes à cause des mécanismes financiers, grâce aux mécanismes financiers qui donnent aux lanceurs d'alerte des pourcentages sur les recouvrements qui sont faits par le département de la justice ou la SEC, est-ce que du coup la bonne foi du lanceur d'alerte ou la motivation du lanceur d'alerte est l'intérêt public ou la prime? Vaste question. En Europe, ça ne se pratique pas. Non, il n'y a pas cette pratique, non. Et aux États-Unis, la question est différente. Ils sont habitués aux rewards, hein, depuis déjà, les belles lurettes, il y a cette question. Donc, cela ne se pose pas de savoir que quelqu'un qui te fait un signalement à la fin, donc, ce qu'on récupère, il va avoir un 30%, 40%. Et donc, c'est même une motivation de plus. N'est-ce pas? Alors, on laisse là de côté la bonne ou mauvaise foi, c'est la motivation dans certains cas et aussi le gain qu'ils obtiendront à la fin de l'enquête, n'est-ce pas? Voilà. Il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Malheureusement, on est arrivé à la fin du temps imparti. On aura l'occasion de faire de nouveaux webinaires sur la thématique et pourquoi pas de vous inviter à nouveau, maître, peut-être même avec des confrères, des consoeurs, voire le député suisse qui a été à l'origine du projet de Monsieur loi Raymond pour Gissing, l'entendre. tout à fait, tout à fait. Donc, il nous reste simplement à vous remercier pour votre temps et ce webinaire. Informer les participants qu'à la fin, à la clôture de ce webinaire, il y a un petit sondage de satisfaction. Ça nous permet de savoir comment nous avons été. Proposer des sujets, proposer des thématiques pour que ça devienne un rendez-vous. L'année 2025 pour Ariska sera celle du whistleblowing. On va faire toute une série de webinaires sur cette thématique-là, mais aussi sur les enquêtes internes et le traitement des signalements. Donc, n'hésitez pas à proposer aussi des sujets qui sont dans votre intérêt et qui nous permettent d'inviter des experts, ou même vous qui étiez participants aujourd'hui et qui avez certainement beaucoup d'expertise à partager avec les auditeurs. En tout cas, merci, maître, merci Bruno, merci à tous les participants Merci à vous. qui se sont joints à nous et Merci. ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.